Nous avons des participants qui rentrent en ce moment. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous nous entendez? Le webinaire commence dans 8 minutes. Il est prévu pour un démarrage à 14 heures. La salle virtuelle est ouverte, donc on commence à voir du monde qui commence à rentrer un petit peu. Bienvenue aux entrants. Il nous reste à peu près 5 minutes avant de démarrer le webinaire. On a à peu près 20% des participants qui sont entrés déjà. On va attendre encore 5 minutes. Encore un groupe de personnes qui viennent de rentrer. Bienvenue.
Il nous reste 3 minutes. On va patienter encore un petit peu. On a à peu près déjà la moitié des participants qui sont entrés. On attend encore quelques minutes. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Le webinaire va démarrer dans 1 minute. Alors, il est 14 h, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue. Peut-être certains d'entre vous étaient avec nous d'ailleurs ce matin pour la session sur les régulateurs. Je suis Solange Gier, directrice du marketing. Christine Simard, notre directrice des ventes, est également à mes côtés dans cette session. C'est actuellement notre 6e session d'information et on abordera aujourd'hui le sujet de l'inspection et l'installation des raccords à tubes. Alors, comme à l'habituel, voici quelques points rapides de housekeeping. D'abord, je vous confirme que le lien vers l'enregistrement du webinaire sera envoyé en général en dedans de quelques jours. Et il sera accompagné de plusieurs informations ou plusieurs documents qui vous permettront d'approfondir le sujet en cours. Ensuite, je vous confirme qu'encore une fois, on est très nombreux sur la session. Donc, les micros sont désactivés, mais vos questions seront répondues à la fin ou durant le webinaire et vous pouvez nous les… donc, je vous invite à nous les communiquer à l'aide de l'onglet questions-réponses qui se trouve sur votre écran. Enfin, comme pour les sessions précédentes, à la fin du webinaire, vous aurez accès à un questionnaire qui nous permettra de connaître votre niveau de satisfaction. Alors, si vous notez des éléments qui nécessitent une réponse de notre part dans ce sondage, s'il vous plaît, simplement pensez également à vous identifier. Autrement, le sondage demeure anonyme. Alors, voilà. Sans plus tarder, je vais passer le micro à notre nouvel conférencier d'aujourd'hui, Jean-Vincent. Jean est représentant des ventes dans la région du Grand Montréal. Il est dans le secteur industriel depuis 34 ans et avec Swedgelog depuis 86. Ses expertises regroupent notamment l'industrie des pâtes et papiers, la chimie, pétrochimie, mais aussi l'industrie de l'acier et des gaz.
Merci Jean de nous offrir cette formation aujourd'hui. Et sur ces mots, je te confie notre auditoire. C'est à toi. Merci Solange. Bienvenue à tous sur ce webinaire qui va concerner surtout l'installation des raccords à tubes et l'inspection des raccords à tubes. D'entrée de jeu, je dois vous dire qu'il existe une formation qu'on donne en personne où on forme des groupes de 10 d'une durée de 8 heures. Alors, il faut comprendre, c'est vraiment un condensé de cette formation-là. C'est vraiment un aperçu. On a essayé de se réinventer, COVID oblige, pour pouvoir offrir quand même une certaine information et formation auprès de nos clients. Allons-y. Dans cette formation, on va parler surtout des instructions de serrage de raccord switch lock, le contrôle, comment effectuer le réassemblage, le marquage qu'on retrouve sur les raccords à tubes, sur les tubes, puis finalement l'inspection des raccords. Souvent, on se fait demander, on se fait appeler pour aller identifier des pièces, des raccords métriques, des équipements qui viennent d'Europe ou autres. Et on se fait souvent dire comment est-ce qu'on identifie ça. Alors, il y a une façon simple avec SwitchLock de pouvoir voir si c'est un raccord métrique ou je dirais un raccord européen. On a une tendance, si on regarde les filets, on a une tendance souvent à dire un filet métrique. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est un filet européen qui va se mesurer en fraction de pouce, mais qui va être différent des filets standards qu'on retrouve en Amérique du Nord. Alors, pour reconnaître cette différenciation, on a tout simplement mis un épaulement sur le méplat ici. Si on regarde à gauche, c'est un raccord à tube fractionnel et avec une connexion MAL-NPT. Pour reconnaître que c'est un filet européen, bien, on a mis un méplat, une rainure sur le méplat. Et du côté de l'écrou, on retrouverait carrément du tube métrique. À ce moment-là, ça se mesure avec une règle ou autre et la dimension va être en métrique 2, 3, 4, 5 mm, etc. Même chose, on a machiné une rainure sur l'écrou pour reconnaître rapidement et à l'œil que c'est un bout de tube métrique qui devrait être dans ce raccord-là. La façon d'installer un raccord SwitchLock, c'est assez simple. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de prendre le tube, de couper le plus droit qu'on peut, l'insérer jusqu'au fond du raccord et serrer un tour et un quart. Si on regarde pour les dimensions de 1/16e, 1/8e, 3/16, 2 et 3, 2, 3 et 4 mm, c'est 3/4 de tour qu'il faut serrer plutôt qu'un tour et un quart. La raison est fort simple, c'est que l'écrou doit se déplacer du haut vers le bas. Et sur les raccords de 2, 3, 4 mm, 1/16, 1/8 et 3/16, le pas du filet est différent. Alors, l'écrou va descendre beaucoup plus rapidement. De là, le fait de serrer 3/4 de tour au lieu d'un tour et un quart. Souvent, on va se faire demander si un raccord est bien installé ou comment est-ce qu'on peut voir à l'œil s'il est bien installé. Ce n'est pas possible à l'œil de voir si un raccord est bien installé. Il existe par contre un outil qu'on appelle un calibre d'espacement, ou si on veut en anglais un no-go gauge. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de prendre l'outil, de tenter de l'insérer entre le méplat et l'écrou, puis l'outil ne doit pas rentrer à cet espace-là. Si l'outil ne rentre pas, ça veut signifier que le raccord a été suffisamment serré. Par contre, si on réussit à insérer l'outil entre l'écrou et le méplat, ça veut dire que le raccord n'est pas suffisamment serré. On reprend les clés puis on va serrer un petit peu plus loin tout simplement. La désinstallation. Si on veut réinstaller un raccord après l'avoir désinstallé. Une des beautés du raccord SwitchLock, c'est effectivement, c'est un raccord qui peut être défait, refait plusieurs fois. Et ça peut être pour l'entretien, ça peut être pour un rajout d'équipement ou une maintenance, un nettoyage, peu importe, ça peut être défait. Ce qu'on vous suggère de faire lorsque vous voulez défaire un raccord, c'est de vous faire une ligne avec un feutre, un marqueur sur le méplat et l'écrou comme ça. Vous donnez un repère aussi en arrière de l'écrou. Vous défaites le raccord, vous faites l'entretien ou la manipulation que vous avez besoin de faire. Lorsque vous le remettez en place, vous vous assurez que vous allez serrer environ un quart de tour de plus avant l'avoir défait. Excusez-moi. Alors, on va un petit peu plus loin avec l'écrou, c'est tout. Par contre, le calibre d'espacement ne peut pas être utilisé lors de la réinstallation. On s'en sert seulement une fois lors de la première installation. Il arrive parfois qu'on doit plier le tube immédiatement à la sortie du raccord. On doit le cintrer, puis on veut s'assurer qu'on peut le faire, mais l'important, c'est toujours de pouvoir rentrer son tube jusqu'au fond du raccord. Alors, il y a une longueur, le L, c'est la longueur minimum à respecter
avant de commencer à cintrer le tube. Le R est le rayon et le T est la dimension extérieure. Il existe un tableau dans le livre SwageDoc où vous pouvez aller sur Internet, swagedoc.com, où vous allez avoir cette information-là. Le minimum de longueur, on doit se garder avant de commencer à plier le tube. Pourquoi? Bien, si on plie trop rapidement, le tube ne sera pas poussé jusqu'au fond du raccord, ou bien donc, on ne sera pas capable de resserrer les clous si on a à défaire le raccord. Le marquage des raccords SwageDoc. SwageDoc, à l'heure actuelle, il existe plus de 102 copies dans le monde de SwageDoc. Alors, SwageDoc, c'est un petit peu tanné, puis il a décidé de s'identifier et d'indiquer son nom sur toutes les composantes. Souvent, on était appelé, puis on se faisait dire notre raccord était difficile à serrer, il y avait des fuites ou autres. On se rendait tout simplement compte que ce n'était pas un raccord SwageDoc et c'était difficile de le montrer au client, de pouvoir le prouver. Alors, on retrouve le nom SwageDoc sous l'écrou. Il s'agit de retirer l'écrou, puis on retrouve le nom SwageDoc sur le corps du raccord. On le retrouve sur les bagues aussi, la bague avant et la bague arrière va être marquée SwageDoc. Aussi bien pour les bagues de 1/16e de pouce jusqu'à 2 pouces. Évidemment, ça prend une loupe pour aller lire l'information, mais c'est bien indiqué. Et on va retrouver le logo SwageDoc sur le corps du raccord, sur tous les forges finalement, c'est-à-dire les P, les poids et les coudes. On retrouve une autre information, 316. Et oui, c'est pour 316, l'acier inoxydable 316. On indique aussi cette information-là. Pourquoi qu'on indique 316? Eh bien, il existe des alliages qui sont la même couleur ou qu'on ne peut pas voir à l'œil si c'est de l'acier inoxydable 316 ou de l'alliage C276 dont le code est HC, l'alliage 400, 405 dont la marque de commerce est Monel, le code d'identification est M, et finalement le 2507 Super Duplex, qui est un type d'acier inoxydable dont le code est 2507. Si on n'avait pas ces marquages-là sur le corps du raccord, bien, on n'arriverait pas à identifier le matériel. Puis, parfois, c'est drôlement important, là, du point de vue résistance à la corrosion ou compatibilité avec certains produits chimiques. Le laiton ressemble beaucoup à l'or, mais malheureusement, je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu des raccords sur les jacques en or. Mais bon, peut-être qu'un jour. J'ai déjà parlé beaucoup du raccord à tube, d'informations qu'on trouve sur les raccords. Il ne faut pas oublier qu'après qu'on a fait une installation, un raccordement, le tube devient une partie intégrante de l'assemblage, si on veut. Alors, on se retrouve à 5 composantes: l'écrou, bague avant, bague arrière, corps du raccord et le tube. Ça reste une composante importante. C'est rare qu'on va dire que le tube coule ou quoi que ce soit. C'est plutôt le raccord qu'on va dire qui coule. Et le raccord peut couler justement à cause qu'on a un tube de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de tubulure. Il y a quand même de l'information à aller chercher sur un tube avant de le choisir, l'installer avec un raccord à tube. Si on regarde la ligne d'identification, on va trouver encore le 316 SS, la norme ASTM 269. Ça ne dit pas grand-chose comme information à STM 269, mais ça va parler de l'état de surface, la concentricité, le diamètre et l'ovalité du tube. Et par la suite, on retrouve la dimension extérieure du tube, 1/4 de pouce, et l'épaisseur de la paroi, qui est de 35 millième dans cet exemple-ci, qui est directement relié avec les pressions de travail. Évidemment, plus qu'on a une paroi épaisse, plus qu'on va pouvoir aller en pression élevée. C'est beau. Il existe 2 façons de tailler le tube. On peut le scier avec la scie à métal ou utiliser un coupe-tube pour couper le tube. Dans les 2 cas, les 2 outils vont faire un bon travail. Règle générale, le coupe-tube est utilisé pour les dimensions d'un demi-pouce à moins et la scie à fer est utilisée pour les dimensions plus grandes. C'est important, évidemment, dans les 2 cas, de bien couper le tube droit. Et dans les 2 cas, ça occasionne une tâche supplémentaire qu'on doit faire, on doit le nettoyer. Si on utilise la scie à métal, eh bien, on crée du marche-fer, des particules qu'on trouve soit à l'extérieur du tube ou à l'intérieur du tube. Et si on utilise un coupe-tube, bien, le coupe-tube a comme particularité d'écartier le métal, d'ouvrir le métal, et ça diminue l'orifice du tube. Alors, il faut nettoyer l'intérieur pour retrouver l'orifice original du tube. On utilise un outil débavurage.
pour l'intérieur du tube et pour l'extérieur du tube. Évidemment, si vous n'avez pas cet outil-là, vous pouvez prendre une lime à métal, communément appelée aussi une queue de robe, pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du tube. On regarde ici un tube qui est prêt à être utilisé, dont le nettoyage a été fait. Cette photo-ci nous permet de voir la différence entre un coupe-tube puis utiliser un scie à fer. Comme j'expliquais tantôt, le coupe-tube diminue l'intérieur, l'orifice intérieur du tube. Alors, il faut utiliser l'outil d'ébaburage pour aller redonner la dimension originale du tube. Et avec la scie, on va plutôt créer du mâche-fer, des particules de métal. Encore là, il faut aller nettoyer l'intérieur et l'extérieur, puis s'assurer que ces résidus-là ne restent pas dans la tubulure. Il faut nettoyer aussi l'intérieur du tube, s'assurer que les particules ne sont plus là. Inspection d'un raccord à tube. Évidemment, lorsque vous achetez un raccord à tube neuf qui vient de chez nous, de l'usine Switchdock, c'est assuré que tout est bien aligné à l'intérieur. Les bagues avant, les bagues arrière vont être bien positionnées, les trous vont être fermés, prêts à être utilisés. Notre inquiétude est plus au fait chez vous, lorsque vous défaites les raccords, étant donné que c'est un raccord qui peut être réutilisé plusieurs fois, les pièces peuvent être défaites et posées dans un tiroir, bon, pas assemblées, etc. Pour mettre les bagues à l'intérieur, s'assurer qu'elles sont bien placées. Une façon de voir rapidement à l'œil si les pièces sont bien remises en place, c'est lorsqu'un raccord et les bagues sont bien alignées à l'intérieur, on devrait avoir 3 lignes. Une ligne qui fait le joint entre l'écrou et la bague arrière, une autre qui fait le joint entre la bague avant et la bague arrière, puis une troisième ligne qui va faire le joint entre le siège du raccord ou le corps du raccord, puis la bague avant. Si une pièce est manquante, vous allez avoir une vision différente. Vous ne verrez pas les mêmes lignes. Puis au serrage, vous allez aussi vous apercevoir que ça ne sert pas de la même façon. Une chose importante aussi, on ne dira jamais assez, pour la sécurité d'un raccord, c'est important de pousser le tube jusqu'au fond du raccord et de serrer un tour et un quart. Voici un tube. On peut voir qu'il y a une bonne longueur avant les bagues. C'est signe que le tube avait été bien poussé jusqu'au fond, comparativement à la longueur du haut, où on voit qu'il n'y a pas un grand débordement en avant des bagues. Ce que ça peut faire comme danger, c'est qu'à une pression élevée, surtout avec un gaz, le tube pourrait glisser et sortir, ce qui pourrait devenir un projectile. Alors, lorsqu'il est bien ancré au fond du raccord, puis vous le serrez de la façon appropriée, c'est certain que le tube ne pourra pas sortir du raccord. Alors, un détail important, d'insérer le tube jusqu'au fond puis de faire le serrage adéquatement. J'expliquais tantôt qu'on peut défaire le raccord, le réutiliser à maintes prises. Et souvent, chez des fabricants d'origine, on va assembler ce qu'on appelle, nous, du préassemblage. On va le faire à l'atelier pour ensuite transporter l'équipement et l'installer en chantier. C'est tout à fait correct et normal de le faire, même ça facilite le travail de le faire à l'atelier au chaud dans des conditions idéales. Cependant, il faut toujours couvrir les pièces et s'assurer qu'elles ne seront pas déposées de n'importe quelle façon, qui vont être abîmées au graffiné. Comme sur la bague avant, ici, on se rend compte qu'il y a une graffinure. C'est presque assuré que vous allez avoir une fuite. Surtout lorsqu'on travaille avec des gaz comme de l'hélium, de l'hydrogène à pression élevée, c'est très fuyant, alors ça prend des surfaces très propres, très lisses, sans aucun contaminant. Même chose pour le tube. On doit s'assurer que le tube n'a pas de graffinure, n'a pas de rainure sur l'extérieur. C'est à l'endroit même où les bagues vont faire leur étanchéité. Les raccords qui sont défaits, comme je disais tantôt, peuvent être accumulés et être utilisés, rebâtis avec des écrous neufs ou des bagues. Par contre, il faut s'assurer qu'ils soient en bon état. On voit ici le siège du raccord. C'est à cet endroit-là où l'étanchéité va se faire. Si, encore une fois, on n'a pas fait attention à la manipulation, il a mangé un coup, ou plutôt, comme on voit ici, il y a une graffinure sur le siège du raccord. C'est à l'endroit où l'étanchéité se fait avec la bague. Vous risquez d'avoir une fuite. On remarque aussi le filet doit être intact. On doit s'assurer qu'il n'a pas été abîmé pour faciliter le serrage. C'est surtout sur du laiton. Le laiton a comme particularité d'être plus mou que l'acier inoxydable. Alors, il peut être plus facilement endommagé.
J'expliquais tantôt, c'est rare qu'on va dire qu'un tube fuit. C'est souvent le raccord qui va fuir, mais ça peut être à cause d'un tube de mauvaise qualité ou endommagé. Si on regarde encore les images qu'on trouve ici, on voit qu'il y a des graffinures sur l'extérieur du tube. À des endroits, il y a des marques. Il faut faire attention à la manipulation, s'assurer qu'il est bien entreposé, puis y aller avec soin. C'est très solide, il faut y mettre certains soins. Ça ne veut pas signifier que le tube n'est pas bon. Au contraire, il peut être travaillé, il est fait pour encaisser, sauf qu'il ne faut pas aller mettre le raccord à des endroits où le tube a été abîmé à l'extérieur. Il faudrait peut-être couper une partie du tube, puis installer le raccord à l'autre endroit. Même chose si vous ne l'avez pas bien nettoyé ou il y a des morceaux de métaux, il faut les enlever, s'assurer que le bout du tube est bien coupé à 90 degrés, qu'il est bien propre. La corrosion. Évidemment, je ne porterai pas de jugement sur quelle application le tube peut être utilisé, mais sûrement pas dans un système de haute pureté. Il faut faire attention à l'entreposage du tube. On peut travailler avec des alliages comme l'acier au carbone, l'acier inoxydable. Bon, je parlais tantôt des panels, zirconium, tantalum, etc. C'est tous des alliages exotiques, mais ils ont une tendance à bien résister à la corrosion, sauf qu'on n'entrepose pas l'acier au carbone à côté de l'acier inoxydable. Puis, on essaie toujours de le couvrir. Idéalement, c'est d'entreposer dans des tubes de carton. Est-ce que le tube peut être utilisé quand même sur une application? Peut-être sur certaines applications pour être utilisé, d'autres non. Juste vous sensibiliser à faire attention à la manipulation, l'entreposage, puis s'assurer que c'est le bon tube et une bonne résistance à la corrosion. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean, on a quelques questions. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. On a la première question ici. Est-ce qu'on resserre toujours un quart de tour de plus à chaque réinstallation? Bonne question. Ce n'est pas nécessairement un quart de plus. On le remet au doigt et on fait un quart de tour à partir de la position resserrée au doigt. C'est pour ça que tantôt, je voyais la marque. Ce n'est pas nécessaire de mesurer que c'est bel et bien un quart de tour. Souvent, dans le métier, on va dire, on reprend le lousse, on vient de l'accoter. Ça définit bien. Alors, on se rend jusqu'au bout, on dépasse un peu la ligne, puis on vient de l'accoter avec la clé. C'est environ un quart de tour. Il y a peut-être une exception, encore une fois, j'ai oublié tantôt, sur les raccords de 1,16, 1,8 et 3/16e de pouce, 2, 3 et 4 mm. Je parlais de l'exception où on serre 3/4 de tour au lieu d'un tour et un quart. Bien, à ce moment-là, c'est 1/8e de tour qu'on va serrer. De toute façon, vous ne pourriez pas serrer 2 tours. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On a une autre question. Pour couper le tube de 1/16e de pouce, quelle est la meilleure façon de le faire? C'est une bonne question, puis ce n'est pas évident. Je dois vous avouer, couper du tube d'un 16, certainement pas avec le coupe-tube, parce que le coupe-tube avec les rouleaux va carrément l'écraser. Alors, j'utiliserais une scie à faire, mais quelque chose de très délicat et y aller doucement. C'est une des façons de le couper. Et c'est un petit peu plus difficile d'aller nettoyer l'intérieur du tube. À ce moment-là, on utilise un genre de me rappeler, non, c'est comme un scalpel. Là, vous pouvez aller nettoyer l'intérieur. Quelque chose de pointu, vous allez tourner pour nettoyer l'intérieur du tube. Merci, Jean. Nous avons d'autres questions. Juste avant de continuer les questions, je voudrais juste vous dire que le temps file et que si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, elles seront répondues dans l'envoi de l'enregistrement. Donc, ne vous inquiétez pas si votre question n'est pas passée, vous recevrez tous la réponse. Une autre question, compatibilité tube-raccord des matériaux différents. Ah, ça, j'aime cette question-là, Christine. On nous demande souvent ça. Est-ce qu'on peut utiliser des raccords en laiton avec du tube en acier inoxydable? On demande ça pour économiser des sous, ça va de soi. Non, ce n'est pas possible. Je ne vous dis pas que ça ne marche pas, mais s'il arrivait un accident quelconque, c'est certain qu'il n'y aurait pas de responsabilité de la part de Swedger. On devrait toujours travailler avec les mêmes matériaux. L'acier inoxydable avec l'acier inoxydable, la monnaie avec la monnaie, etc.
L'exception, si je peux le dire, c'est des raccords en laiton avec du tube en cuivre, car les raccords Swagelok en cuivre, ça ne se fait pas. C'est le laiton qui va être utilisé. Par contre, vous pouvez travailler avec des plastiques comme le Teflon, le PFA ou d'autres types de plastiques durs. Ça peut travailler avec n'importe quel type de raccord. Je parle des métaux. Pourquoi qu'on ne peut pas mélanger les métaux? Il y a une question de corrosion, puis il y a une question aussi de dureté des différents métaux. Merci, Jean. Mm-hmm. Tu es encore bon pour quelques autres questions? Ben oui, ben oui. Il est facile de voir si la bague arrière est mal installée. Y a-t-il un truc facile pour voir si la bague avant est mal installée? Je ne sais pas si on parle lorsqu'il est installé sur le tube, mais c'est encore plus évident lors du serrage. Si la bague avant est inversée, ça va sauter à l'œil, puis encore plus là, lorsque vous allez le défaire. Alors, on s'en rend compte assez facilement quand les bagues sont inversées, surtout la bague avant. Une autre question. Quelle est la tolérance acceptable sur le OD nominal du tube? Autrement dit, est-ce acceptable de nettoyer un tube oxydé ou graffiné à la laine d'acier ou à l'abrasif? Une bonne question. Je vais y aller avec, disons, un fabricant de tubes, je connais une norme par cœur, c'est le 3/8 de pouce. Alors, la norme de dimension de tolérance extérieure pour un tube de 3/8, c'est plus ou moins 5 millièmes. Alors, un tube idéalement parfait là, aurait 375 millièmes de pouce. Swagelok peut accepter 370, qui est 5 millièmes plus bas, et 380, qui est 5 millièmes plus grand. Le raccord Swagelok, comme ça, c'en est un échantillon de 3/8. Ça, c'est percé à 382 millièmes. Bon. Si vous avez un tube qui ne rencontre pas la norme STM, tantôt je parlais de la norme STM 269, évidemment, ça va être un tube qui ne rentrera pas dans le raccord, à moins que ce soit un tube métrique, et vous ne savez pas que c'est un tube métrique. Là. Mais si ça a été vendu comme un tube 3/8 de pouce, de mauvaise qualité, fabriqué dans d'autres pays, je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est possible qu'il ne rentre pas dans le raccord. Ce n'est définitivement pas le raccord qui a été mal percé. Le tube peut être ovale, il peut être hors tolérance ou autre. Par contre, je comprends que si vous le nettoyez avec la laine d'acier ou quoi que ce soit pour enlever la rouille de surface, je n'ai jamais mesuré qu'est-ce qui reste comme matériel après l'avoir nettoyé avec une laine d'acier, mais je ne crois pas que ça affecterait. Vous n'enlèverez sûrement pas 4-5 millièmes là, à enlever la rouille de surface. Ce n'est pas une mauvaise pratique de le nettoyer avec une laine d'acier pour s'assurer qu'enlever de la rouille des saletés qu'il y aura à l'extérieur. Merci, Jean. On va y aller avec une dernière question ou une avant-dernière, on verra. Est-ce que toutes les composantes et tubes ont un CRN valide au Québec? Le tube, je ne pourrais pas vous dire, mais la plupart des produits Swagelok ont un numéro CRM pour le Québec et le Canada entier. Et si on n'a pas le numéro CRM, c'est souvent en voie de le devenir. Alors, c'est quelque chose qui bouge dans le sens qu'un raccord peut avoir un numéro CRM pour, je ne sais pas moi, 5 ans, 10 ans, quelque chose du genre, et par la suite, on renouvelle et ainsi de suite. Alors, si des fois, c'est des besoins que vous voulez savoir, n'hésitez pas à nous contacter. On vous envoie un tableau avec toute la liste des matériaux qui ont un numéro CRN pour toutes les provinces du Canada et les produits aussi qui sont en voie de le devenir. Souvent, il y a un nouveau produit qui arrive, qui est mis sur le marché. Bon, on demande les numéros CRN, c'est un long processus. Là. Il y a beaucoup de choses. Ça ne dépend pas nécessairement de nous. Mais à ma connaissance, à peu près tous les produits Swagelok ont un numéro CRN pour les provinces du Canada. Merci. On pourrait prendre une dernière question pour terminer, puisqu'il est quand même 2h26 pour pouvoir respecter l'heure des gens, donc 2h30. C'est une question bien intéressante. Lors du serrage des raccords en PFA, et je dis intéressante parce que c'est un peu différent des raccords faits en métal. Donc, lors du serrage des raccords en PFA, je n'arrive pas à faire en sorte que les bagues restent sur le tube comme sur une connexion en stainless. Lors du retrait, elles tombent toujours et ne restent pas en place.
Y a-t-il une méthode pour les faire tenir? Il me manque un petit peu d'éléments pour bien répondre, mais je vais répondre avec deux règles que je vais dire. Si c'est un raccord en métal avec un tube EFA, avec un tube en PFA, pardon, et que vous avez serré un tour et un quart, les bagues doivent se gripper sur le tube. Si par contre, vous avez pris un raccord en PFA, avec le tube en PFA, c'est la bague arrière qui va s'ancrer sur le tube. On a besoin d'un petit couteau spécialement pour faire cette installation-là. Parfois, on ne le sait pas, les gens achètent des raccords en PFA, du tube en PFA, puis on ne l'a pas vu passer. Ça prend un petit outil qui fait une rainure sur le tube et la bague arrière peut s'ancrer. Évidemment, on est limité dans les pressions de travail, ça reste des matières plastiques, là, mais ça peut, dans le quart de pouce, là, ça peut facilement se rendre jusqu'à 100 livres par pouce carré. Pour les détails, je vous invite à me contacter là, par la suite. Là, j'irai en profondeur avec vous là, ou si j'explique là, comment fonctionne l'outil ou quoi que ce soit. Une autre question, Christine? Non, ça va terminer notre période de questions, Jean. Et comme on le disait à nos invités, ne vous inquiétez pas si vous avez envoyé une question et qu'elle n'est pas répondue encore. Tout se fera dans l'envoi de l'enregistrement et les questions, même les questions qui viennent de passer et qui ont été répondues seront aussi répondues par écrit. Je crois qu'il y a un sondage, hein, Christine aussi? Oui. OK. Quand vous allez fermer votre furteur, en fait, quand vous allez fermer votre Zoom, dans votre furteur Internet, vous aurez un sondage. S'il vous plaît, c'est très, très rapide, c'est anonyme, à moins que vous voulez nous écrire votre nom ou des questions, puis on doit répondre à vos questions. Sinon, le sondage est anonyme. S'il vous plaît, ce serait très, très apprécié qu'il soit répondu parce qu'on fait de plus en plus de webinaires et naturellement, on adore, un, faire les sujets que les clients veulent, deux, s'améliorer en continu. Donc, ce serait très apprécié. Sur ça, Jean, nous allons fermer le webinaire. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Vous avez participé encore aujourd'hui en grand nombre. C'est extrêmement apprécié. À la prochaine. Merci, au revoir.